Quatennens, bonjour. Bonjour. Alors, satisfait de voir que le prélèvement à la source va se faire à partir du 1er janvier? Non, pas satisfait pour la raison que pour ce qui est de la France Insoumise, nous avions exprimé notre opposition à cette mesure pour plusieurs raisons. Pourquoi D'abord dire que... Parce que c'est présenté comme une mesure plus juste. Hein. Oui, bien sûr, comme à peu près tout ce que fait Emmanuel Macron. Non, mais là, l'occurrence, objectivement, en se disant, on n'attend pas un an pour payer ses impôts en même temps que nos revenus. Tout le monde a compris l'explication gouvernementale. Nous, ce que nous disons, c'est que d'abord, la collecte de l'impôt en France, qui est une compétence de l'État, se passe plutôt bien. C'est-à-dire qu'on a un bon taux de recouvrement, 98%. Donc il n'y avait pas de besoin particulier de ce point de vue. Et puis nous mettons en cause le fait que, on voit d'un mauvais œil que ce soit l'employeur maintenant qui est à charge de collecter l'impôt. D'abord parce que, d'abord venant d'un gouvernement qui nous explique qu'il faut simplifier la vie des entreprises, on voit mal comment ça va se passer pour les TPE, les PME. Assez clairement. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de responsables d'entreprises l'ont indiqué, ont indiqué leurs craintes sur cette organisation. Et ensuite, je le dis, il y a aussi la question de la confidentialité qui se pose là-dedans. Parce que ça veut dire que comme votre employeur va connaître le taux, il va grosso modo pouvoir connaître la composition du foyer fiscal et éventuellement les fluctuations. Alors, il y a un taux unique et puis si... Oui, mais pour pouvoir conserver la confidentialité, il faut effectuer des démarches. C'est-à-dire que vous pouvez conserver cette confidentialité, mais c'est à vous d'en faire la demande. Bref, il y a donc ce risque-là. On peut imaginer, peut-être pas partout, mais dans certaines entreprises, que des augmentations de salaire soient mises en cause en disant voilà, cette année, il n'en a pas trop besoin puisque visiblement son foyer fiscal se porte plutôt bien. Mais globalement, c'est de dire... Globalement, c'est de dire que c'est un bricolage et qu'en matière de fiscalité, il y avait mieux à faire. D'abord, si Emmanuel Macron... C'était quoi ce qu'il fallait faire ? Par exemple, nous avions dit qu'une bonne porte de sortie aurait pu être la mensualisation. Mais en l'occurrence, le prélèvement à la source, nous pensons que ça n'est pas une bonne chose. Et puis ce qui va se passer surtout, et c'est ce que semble craindre ce gouvernement, c'est qu'à partir du mois de janvier, quand ça va se faire, va apparaître encore de manière plus claire la faiblesse du niveau des salaires dans notre pays. Et donc, tous les effets cosmétiques, tous les effets cosmétiques sur le pouvoir d'achat vont apparaître au grand jour. C'est que les gens vont se retrouver avec leur net véritable et bien voir que le pouvoir d'achat est faible. De ce point de vue, peut-être, ça pourra accroître la revendication sur l'augmentation des salaires. Mais Macron, c'est le président de la baisse du pouvoir d'achat ? Assez clairement. C'est-à-dire qu'y compris quand il prétend l'augmenter, vous vous souvenez de ce débat autour des cotisations sociales. Quand on dit on supprime, on baisse les cotisations sociales, donc on augmente votre pouvoir d'achat, c'est absolument faux pour la raison que les cotisations sociales sont partie intégrante du salaire. Donc nous avons fait une proposition en matière fiscale, et je la renouvelle ici. Laquelle ? C'est que plutôt que ce bricolage, on pourrait avoir une vraie refonte de notre système fiscal où on passerait des 5 tranches d'impôts d'aujourd'hui qui concentrent tout l'effort sur les classes moyennes, qui portent tout sur leur dos et qui fait que plus vos revenus progressent, moins il y a la progressivité de l'impôt, à un système à 14 tranches d'impôts qui lisserait l'effort. Payé effectivement, tout le monde paierait, vous avez raison, il faut le préciser, tout le monde paierait, mais à proportion de ses moyens et surtout avec une véritable progressivité. On avait fait ce calcul pendant la présidentielle, toutes les personnes qui gagnent moins de 4 000 euros par mois, avec ce système que propose la France Insoumise, moins de 4 000 euros, vous savez que ça fait beaucoup de personnes dans ce pays, paieraient moins d'impôts. Mais alors, ce système-là de prélèvement à la source, est-ce que ça ne permet pas à terme, c'est pas ce que dit le gouvernement, mais à terme, de cumuler et jumeler l'impôt sur le revenu et la CSG ? Il y a sans doute cette volonté-là aussi. Puis vous seriez favorable à ça ? Mais on voit quel est le pli de ce gouvernement. Vous avez vu notamment qu'on passe d'une logique de plus en plus des cotisations vers la fiscalisation. C'est valable pour tout et c'est ce que veut faire ce gouvernement. Et ce faisant, il est en train de mettre en cause profondément le modèle de la République sociale. C'est ce que nous disons. Emmanuel Macron est en train de défaire la France au sens où la France, ça n'est pas un régime neutre. La République sociale, c'est un régime qui a un contenu politique. Pourrait vous répondre que vous êtes de ces Gaulois qui sont réfractaires au changement alors. Mais moi, je lui répondrais que, alors déjà, Gaulois, ça demande à se vérifier, premièrement, et puis ensuite, réfractaire au changement, pas du tout. Vous avez en face de vous quelqu'un qui propose de passer à la 6ème République, qui propose de partager les richesses, qui propose de passer à la planification écologique, de sortir de l'OTAN, de rompre avec les traités. On va parler de l'écologie. Donc le changement, si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui est plutôt réfractaire au changement, c'est Emmanuel Macron lui-même, qui poursuit plus durement encore que ses prédécesseurs la politique libérale qui nous mène dans le mur. D'accord. Alors, pourquoi il a fait ça ? Parce qu'on a vu qu'il avait hésité, il y a eu un petit peu de tergiversation. Est-ce que c'était une volonté politique de reprendre la main ? Je ne suis même pas sûr, pour tout vous dire, qu'il y ait eu une réelle hésitation. C'est-à-dire que j'ai bien l'impression que chez Emmanuel Macron, même le doute est fin, voyez-vous. En tout cas, ce qu'il y a d'assez clair, y compris dans l'intervention du Premier ministre hier soir, au journal de 20h, c'est qu'on a ce sentiment qu'ils utilisent toujours la rhétorique du mouvement, c'est-à-dire on avance, on marche, mais finalement personne ne se pose la question de la direction. Ça me faisait penser hier à la chanson de Souchon, vous savez, on avance, il ne faut pas qu'on réfléchisse ni qu'on pense. On a l'impression qu'on en est là aujourd'hui. D'accord. Alors, on passe au remaniement, on passe à l'écologie, donc François de Rugy remplace Nicolas Hulot.
Deux questions. D'abord, François de Rugy, c'est un écologiste qui vous convient ? D'abord, est-ce qu'il est vraiment écologiste? Ça demande à se vérifier. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si vous voulez, on peut pas danser sur des cendres et sur un tel chaos. Moi, je me réjouis pas de la situation. J'estime que, d'abord, dans cet attelage gouvernemental, dont la trajectoire politique est le libéralisme, Emmanuel Macron ne pouvait pas trouver mieux que Nicolas Hulot pour essayer de s'accommoder à la situation. Pourquoi c'est un libéral ? Mais en tout cas, Nicolas Hulot, il a vérifié les lignes rouges. C'est-à-dire que ce qu'il nous a dit l'autre jour lorsqu'il a démissionné, c'est un diagnostic que nous avions porté et qui en soi est renouvelé. Vous lui tendez la main d'ailleurs à Nicolas Hulot ? Mais nous, on tend la main à tout le monde sur la base d'un contenu. Mais je ne sais pas, il avait déjà voté pour Jean-Luc Mélenchon, vous vous en souvenez, il l'avait dit lui-même. Ouais. Mais en tout état de cause, il y a un diagnostic clair qu'il faut entendre. C'est que Monsieur de Rugy avait écrit il y a quelque temps un bouquin qui s'appelait « Écologie ou gauchisme, il faut choisir ». En réalité, il s'est trompé. Il faut qu'il renouvelle son logiciel parce que, y compris de l'aveu même de Nicolas Hulot, c'est entre écologie et libéralisme qu'il faut choisir. On en est là aujourd'hui. Si vous voulez, l'urgence écologique... Donc il a abandonné l'écologie, Rugy ? Le problème, en fait, ce n'est pas le ministère et les personnes, elles sont interchangeables. Et d'ailleurs, Nicolas Hulot l'a très bien dit. C'est pas... un changement de ministre qu'attend l'urgence écologique, c'est un changement de système. Mais nous avons besoin de faire en sorte que l'écologie soit la colonne vertébrale d'un programme. Alors, pour ça, il faut en finir avec le productivisme, avec le libre-échange. Si vous voulez, je conçois c'est la politique du gouvernement. Eh bien, clairement, c'est-à-dire que, regardez encore cet été, vous avez peut-être suivi cette affaire, mais on a signé dans l'opacité la plus complète un nouveau traité de libre-échange avec le Japon, qui saccage la planète, qui détruit des emplois, exactement comme le fameux CETA. Et tout ça se fait en plus... Vous avez les preuves de ce que vous avancez ? Écoutez, le GEFTA a été signé, ça peut se vérifier. Et puis, je peux attester du fait qu'en tant que parlementaire, je n'ai absolument pas été amené à me prononcer sur ce sujet. C'est-à-dire que, voilà, on a des gens qui, enfermés dans leur tour de verre, décident d'une politique qui participe de ce grand déménagement du monde. Donc la trajectoire n'est pas la bonne. Non. Si vous voulez, aujourd'hui, en matière d'écologie, il faut comprendre que c'est un défi à la fois tragique. C'est un discours qui était très central dans le. Mais c'est évident. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. On l'entend moins parler de ça maintenant. Ah non. Si vous avez suivi, y compris notre rentrée politique et son discours de Marseille, ça a été, y compris appuyé par les observateurs, il a fait plus d'1 heure sur l'écologie. Pas parce que c'est le moment ou la séquence politique qui ferait ça, parce que véritablement, nous pensons que l'urgence écologique est à la fois, je le disais, un défi tragique au sens où c'est la vie humaine sur Terre qui est en cause. Donc tous nos autres désaccords politiques, religieux apparaissent comme secondaires face à l'urgence écologique. Mais surtout, entendez cela. C'est que c'est un défi aussi qui pourrait être tout à fait enthousiasmant. Parce que figurez-vous que changer de modèle énergétique, passer d'une agriculture intensive en produits chimiques qui empoisonnent les hommes et la terre à une agriculture paysanne, figurez-vous que c'est beaucoup d'emplois. Le modèle de planification écologique que nous appelons de nos voeux permet aussi de relancer l'activité de ce pays, c'est-à-dire faire autre chose que la compétition généralisée. Alors, il y a un autre sujet qui agite la réflexion à l'intérieur de la France insoumise. Tiens, je vous invite à me dire qui a prononcé ces phrases. Les vagues migratoires peuvent poser des problèmes. Qu'est-ce qui a dit ça ? Vous allez me dire que c'est Sarah Wagenknecht, c'est ça ? Non, c'est Jean-Luc Mélenchon. Oui, qui a sûrement dit derrière... Madame Wagenknecht, qui est donc la patronne ou la présidente de Die Linke en Allemagne, qui est un peu votre équivalent. Et d'ailleurs, vous êtes assez proche. Enfin, Jean-Luc Mélenchon entretient des relations proches avec elle. Elle dit « Si nous ne faisons rien, ce pays, en parlant de l'Allemagne, sera méconnaissable dans 5 ou 10 ans. Celui qui abuse, alors ça c'est fort, celui qui abuse de l'hospitalité perd le droit de l'hospitalité. » C'est Madame Wagenknecht qui dit ça. Vous avez une vraie crainte quant à ces vagues migratoires ? Non, justement, et je vais profiter de votre invitation pour clarifier la position, si ça peut se faire. D'abord, dans la phrase que vous avez isolée de Jean-Luc Mélenchon, quand il dit les vagues migratoires peuvent poser des problèmes, il faut mettre sans doute la suite des phrases. Il parle notamment, crainte pour l'emploi et les salaires. Il parle notamment du fait que comme il n'y a absolument aucune coordination, notamment au niveau européen, sur la politique d'accueil, vous avez certains pays qui sont aujourd'hui, du fait de leur positionnement géographique, les principales portes d'entrée, qui prennent tout l'effort sur leur dos. Oui. Donc notre discours en matière d'immigration n'a jamais varié et est toujours clair. D'abord, répéter une chose qu'il faut entendre, c'est que nous avons un devoir d'humanité. Et vous allez voir que notre politique en matière d'immigration est la seule qui est rationnelle. Si vous y trouvez une faille, dites-le moi. D'abord dire, quand les gens se présentent à nos portes, qu'ils fuient leur pays, il faut les accueillir. Et quand je dis ça, je précise, il faut organiser les conditions d'un accueil digne au niveau européen. Je vois mal pourquoi... Non, pas tout le monde le dit. Je vois mal pourquoi l'Union européenne, qui est capable d'imposer à tous les pays de l'Union une trajectoire politique libérale, ne serait pas capable de se coordonner pour accueillir dignement des gens qui se présentent à nos portes. Parce qu'en plus, figurez-vous que les mouvements de population, c'est vieux comme l'humanité. Et l'Union, il n'y a pas de submersion. Ça, c'est une chose. Mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant ? Parce qu'aujourd'hui, on sait bien
quelles sont les causes des phénomènes migratoires. Les gens ne quittent pas leur pays par gaieté de cœur. C'est une souffrance que de quitter son pays. Et figurez-vous que ces causes, nous pouvons nous employer à les traiter. D'abord, les conflits, les guerres, dans lesquelles la France peut déployer une puissance diplomatique, si tant est bien sûr qu'elle retrouve une forme d'indépendance qui aujourd'hui est complètement perdue, car noyée dans l'OTAN que nous voulons quitter. Ensuite, il y a les accords commerciaux inégaux. On parlait à l'instant du libre-échange, c'est aussi ça les conséquences. Vous savez, les Sénégalais, les Ivoiriens qui frappent à notre porte, c'est pas par... Non, pas que pour ça, mais rendez-vous compte d'une chose. Quand nous envoyons nos produits subventionnés européens, sur les marchés nord-africains par exemple, que faisons-nous sinon que de détruire les capacités de développement de ces pays? C'est notre... Mais qui les ont jamais développés. Mais d'ailleurs, on pourrait bien évidemment se pencher sur la question de l'aide au développement. Mais ne pas voir que nos politiques libérales favorisent les mouvements de population du fait que nous ruinons les capacités de développement de ces pays, c'est très clair. Et enfin, une autre cause majeure, on en parlait tout à l'heure, le changement climatique. Les experts scientifiques nous disent que si nous ne faisons rien, d'ici à 2050, ce sont des centaines de millions de personnes qui vont être poussées à fuir. Donc ce que nous disons, c'est d'une part, accueillons dignement celles et ceux qui se présentent, mais travaillons au fait de faire en sorte que les gens n'aient plus à quitter leur pays parce qu'ils sont invivables. Quand Mme Wagenknecht de Die Linke dit « Si nous ne faisons rien, ce pays sera méconnaissable » en parlant de l'Allemagne dans 5 ou 10 ans, on a l'impression un petit peu d'entendre Mme Le Pen, non? Justement, je voudrais vraiment balayer ça d'un revers de la main. Vous voyez que ce soit très clair. Vous êtes accusé d'ailleurs par certains que ce soit vraiment très clair. Nous sommes dans l'histoire avec un grand H comme plus récemment les ennemis de l'extrême droite. D'ailleurs, pour tout vous dire, je n'ai pas envie de polémiquer aujourd'hui, la plupart des groupuscules d'extrême droite nous menacent personnellement, plusieurs parlementaires. Donc on ne peut pas être taxé d'ambiguïté sur ce point. Notre politique sur l'immigration est claire. Humanité et accueil réel et organisé, ce que personne ne fait aujourd'hui, et traitement des causes. Dans le débat sur l'immigration en France, rendez-vous compte de cela. On parle toujours d'éloigner nos frontières, d'organiser les conditions de repousser les gens, voire d'enfermer des gamins. Vous êtes pour la reconduite de ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays? Mais non, moi je pense, je vous le dis, quand les gens sont là, il faut créer les conditions de l'accueil. Par contre, entendez bien, ça nécessite vraiment les deux bouts, c'est de faire en sorte qu'on crée les conditions que les pays d'origine ne soient plus invivables. Question climatique, les conflits et les accords commerciaux. Et par ailleurs, ce débat-là, vous savez, là, c'est l'amalgame, parce que comme on a plutôt le vent en poupe en ce moment, c'est un moyen sans doute d'essayer de nous faire du mal, alors qu'en l'occurrence, nous ne sommes pas ambigus. Mais le débat, y compris qu'a posé Mme Wagenknecht, reprenez certains textes de Jean Jaurès, qui parlaient aussi de l'exploitation de l'immigration par le patronat, et qui disait « Nous voulons substituer à l'internationalisme de la misère, l'internationalisme du bien-être. Il faut aussi l'assumer. » Quand M. Macron, bien évidemment, c'est purement jaurétien, l'accueil humain des personnes qui fuient leur pays et le traitement des causes. On ne peut pas avoir des œillères en matière d'immigration. Il y a quelque chose qui ne m'a pas échappé, vous disiez que vous étiez menacé par des mouvements d'extrême droite. Oui, évidemment, j'ai pas envie de... Physiquement. Bien sûr, j'ai pas envie d'en faire une tribune politique, mais plusieurs d'entre nous, Jean-Luc Mélenchon, c'est de notoriété publique, ont été menacés. Vous-même? Il y a des procédures en cours, effectivement. Moi, je souhaite rester discret là-dessus, mais le pouvoir ferait bien de s'en préoccuper. Parce que vous avez des groupuscules... Vous l'avez alerté, le pouvoir? Oui, bien sûr. Vous avez des groupuscules d'extrême droite, vous savez, comme ceux qui prétendaient faire la police aux frontières dans les Alpes, où il y a le pouvoir qui réagit absolument pas. Ces groupuscules prétendent restaurer l'ordre. En réalité, ils sont les premiers fauteurs de troubles. Ce sont des groupuscules d'extrême droite. Ils agissent comme des délinquants, alors qu'ils prétendent... voilà. Aujourd'hui, moi, je me suis engagé en politique pour une chose, c'est que la démocratie qui a été inventée, et la République, fait qu'on règle des désaccords politiques à coup d'argumentation, de discussion, de polémique, s'il le faut, avec un ton parfois houleux, mais pas à coup de bâton et pas à coup de poing. Nous sommes les ennemis de la violence en politique. Quel discours pour les Européennes, pour la France? Alors, bien d'abord, nous avions dit d'abord que nous souhaitions faire de ce scrutin un référendum anti-Macron. Et là, toutes sortes de personnes sont arrivées en disant « Mais parce que vous détestez l'Europe ». Non, pas du tout. Nous ne détestons pas l'Europe. L'Europe est d'ailleurs une construction géographique, donc détester l'Europe ne veut à peu près rien dire. On ne va pas découper la France et ses contours pour l'arrimer je ne sais où. Par contre, nous disons que cette construction politique particulière de l'Union européenne, celle des traités antidémocratiques, qui, vous le savez, empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, rendent l'Europe détestable. Et c'est ce qui se produit partout en Europe. Donc nous alertons nos partenaires en Europe en disant, soit vous continuez et vous voyez le chaos qui pointe partout en Europe, on le voit, avec le retour de l'extrême droite, ou alors le fait que partout on interroge les peuples sur la question européenne, grosso modo ce qu'ils nous disent c'est débrouillez-vous, faites sans nous, soit, comme nous,
vous dites on peut aller vers une harmonisation par le haut. Pas la compétition généralisée qui fait l'harmonisation par... L'Union européenne, vous êtes anti-Bruxelles en fait. Mais si vous voulez, l'Union européenne c'est une boîte, il faut mettre le contenu dedans. Nous dénonçons une construction particulière de l'Europe. Nous souhaitons effectivement, par exemple, pourquoi pas, un SMIC européen, l'harmonisation fiscale. Vous savez aujourd'hui... toute la Macronie nous chante le couplet de l'Europe qui protège. Vous savez, il faut bêler ça. L'Europe qui protège, ils oublient toujours de dire qui elle protège. Oui, actuellement, l'Europe protège. Elle protège les plus gros pollueurs, elle protège les plus grandes multinationales, elle protège les gros détenteurs de capital. Eh bien, nous voulons, face à cela, réinstaurer une Europe des peuples souverains. Voilà ce que nous voulons faire. Évidemment, ça fait débat chez vous. Il y en a qui disent on risque de se diluer là-dedans. Non, mais d'abord, nous, ce que nous faisons à la France Insoumise, c'est que plutôt que de se bagarrer comme le font certains autres dans d'autres partis politiques ou dans d'autres mouvements, nous, on se fait plutôt la courte échelle. Donc là, on a un beau travail qui a été démarré avant l'été de composition de liste. Il reste bien sûr quelques places, notamment pour des listes d'ouverture. Vous avez vu que plusieurs personnes ont envie de rejoindre maintenant la France Insoumise, qui jusqu'à présent, par exemple, en tout cas, on en entend parler, même si jusqu'à présent, ce n'était pas la ligne stratégique, c'est pas la France Insoumise qui change de stratégie. Qui sera votre leader ? C'est autour d'elle. Écoutez, on a déjà évoqué des noms, mais par exemple, vous savez que le nom de celui qui est aujourd'hui notre directeur des campagnes de la France Insoumise, Manuel Bompard, revient souvent. Ce qu'il y a de clair et que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de parlementaires à l'Assemblée nationale présents sur la liste, parce que nous, ce qu'on veut faire, c'est continuer à élargir le socle d'émetteurs. D'accord. On est avec Adrien Quatennens, le député du Nord de la France Insoumise, et on continue avec vos questions qui seront relayées ce matin par Jérémy Pontieux. Bonjour Jérémy. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Quatennens. Bonjour. Je vais commencer avec la question de Florent qui nous demande est-ce que vous pensez que la démission de Hulot aura, comme lui le souhaite, l'effet d'un sursaut environnemental ? Est-ce que Hulot ne donne pas un surplus de sens à sa démission ? Je sais que vous avez déjà... Non, je pense qu'il ne donne pas un surplus de sens. J'espère qu'elle sera l'occasion d'un sursaut. En tout cas, ce sursaut, j'en suis à peu près sûr, ne viendra pas du gouvernement. C'est-à-dire que compte tenu encore des souhaits budgétaires et économiques de ce gouvernement, l'incompatibilité qu'a mis en perspective Nicolas Hulot lors de sa démission ne sera pas soldée. Ça, j'en suis à peu près certain. En revanche, peut-être que le message qu'il a porté lors de sa démission, qu'il a renouvelé hier lors de la passation, va permettre une mobilisation citoyenne peut-être de plus grande envergure sur la question climatique. Par exemple, ce samedi, il y a à travers le monde entier des grandes marches pour le climat. Eh bien, la France Insoumise, nous appelons toutes celles et ceux qui sentent que c'est bien l'urgence du moment à rejoindre ces marches. La conscience écologique progresse dans ce pays ? Mais de fait, elle ne peut que progresser. Et je vais même dire plus, c'est là le socle de l'intérêt général humain. Je le disais à l'instant, vous voyez, je ne sais pas quelles sont vos opinions politiques, mais en tout cas, ce qui est clair, même si vous et moi, nous ne sommes pas d'accord, si demain les conditions de la vie humaine sur Terre sont menacées, ce qui est déjà le cas, eh bien, nos désaccords seront de toute façon relégués à un second rang. Donc, on tient aussi, par la question écologique, la détermination d'un intérêt général humain qui permet d'aller dans le même sens. Est-ce que ce n'est pas plus passionnant d'organiser les conditions d'une production où on se lève le matin avec du sens, on sait qu'on va travailler à réorienter le modèle économique de notre pays vers la planification écologique, plutôt que de se lever le matin pour faire quoi ? La compétition généralisée qui n'a presque aucun sens. Autre question. Je reviens sur un sujet d'il y a quelques jours. Vous aviez déclaré à propos de la phrase sur les Gaulois de Macron, une nouvelle fois depuis l'étranger, Macron humilie les Français. Lui avait déclaré en retour regretter une polémique hors contexte. Quelques jours après, vous, est-ce que vous pensez toujours que c'est une phrase humiliante ? Oui, bien sûr. J'avais lu aussi que c'est parce qu'il aimait bien Astérix, etc. Non, mais on se moque de nous. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, et vous l'avez remarqué, vous observez encore plus la vie politique que moi quand je suis un acteur, c'est que c'est souvent depuis l'étranger qu'il nous donne à voir ce type de provocation. C'est une faute déjà. C'est-à-dire, clairement, moi je considère que quand on représente son pays à l'étranger, on ne commence pas à, comme ça, mépriser son peuple dans le verbe, quoi. Donc moi je le regrette. Vous qualifiez de Gaulois, est-ce que c'est vraiment très méprisant ? Non, mais je vous ai dit, et puis en plus Gaulois, ça demande à se vérifier. Non, mais Gaulois réfractaire au changement, en plus, je l'ai dit et je le répète pour les internautes qui vous ont envoyé cette question, c'est que s'il y a un réfractaire au changement dans ce pays, c'est lui et son gouvernement. C'est-à-dire que moi j'ai cette persuasion, si vous voulez, c'est que la mission que s'est donnée Emmanuel Macron, c'est d'achever le travail que Sarkozy et Hollande n'ont pas su terminer. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, vous aviez comme ça des personnages. Mais la trajectoire de fond, c'est-à-dire lequel des trois remet en cause le productivisme, lequel des trois remet en cause le libéralisme économique. C'est-à-dire que vous changez d'étiquette, mais la toile de fond est la même. Donc la grande trajectoire ne change pas. Et donc moi je pense qu'Emmanuel Macron, c'est ça. Il essaye d'achever ce processus en poussant à son maximum dans notre pays le curseur du libéralisme. Mais effectivement, la République sociale que nous sommes n'est pas compatible avec le leader of the free market qu'il prétend être. Je sais qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais précisément, Didil nous demande ce que vous comptez faire à la rentrée pour défendre les retraités. C'est un sujet qui est revenu assez souvent dans le forum, cette question de la retraite. Alors d'abord, bien évidemment, on comprend pourquoi, parce que les retraités sont durement tapés au portefeuille.
C'est clair que le gouvernement serait bien inspiré, plutôt que de faire les poches des retraités comme il le fait, pourquoi pas par exemple de se pencher sur la question des évadés et des fraudeurs fiscaux. Enfin quand même, il faut qu'on nous entende là-dessus. La fraude et l'évasion fiscale dans ce pays, avec un gouvernement qui prétend toujours avoir besoin de marge de manœuvre budgétaire, ça représente, tenez-vous bien, 1 600 € par an et par contribuable. 60 milliards à peu près, non? Ça a été chiffré selon des travaux parlementaires bien faits, notamment par le sénateur communiste Bocquet, entre 60 et 80 milliards d'euros. Donc à peu près 1 600 € par an et par contribuable. C'est énorme. Donc d'abord, il y aurait mieux à faire. Ensuite, sur la question des retraites, vous savez que Emmanuel Macron ne va pas en rester là, puisque son ambition, c'est de faire basculer notre système de retraite à un système de retraite par points, toujours en nous disant ça va être plus juste parce que vous partirez sur la même ligne de départ, vous cumulerez tout au long de votre vie des points et vous les convertirez à la fin. Très bien, sauf qu'on sait très bien quelle est la logique derrière. Emmanuel Macron ne va pas harmoniser le système de retraite par le haut. D'ailleurs, beaucoup d'économistes nous disent que s'il voulait vraiment le faire, ça coûterait beaucoup plus cher que le modèle actuel. Et puis, pour terminer sur cette question, souvenez-vous que dans la campagne présidentielle de 2017, il y avait un autre candidat qui était favorable à la retraite par points. C'était M. Fillon, et qui, devant un lobby patronal, fin 2016, je crois, avait fait cet aveu. On retrouve une vidéo magistrale sur Internet où il disait, je le cite, mais la retraite à points, il dit, M. Fillon, moi j'y suis favorable, mais qu'on ne demande pas aux Français. Ça va permettre quoi? Ça va permettre simplement que chaque année, en baissant la valeur du point, on va baisser la valeur des pensions. La messe est dite. Sur le Figaro.fr, Patrick Garnon voit loin, lui, et nous demande si vous serez candidat à la présidentielle en 2022. Et j'ajoute une autre question, est-ce qu'en municipal de 2020 à Lille, c'est un objectif pour vous dès maintenant? Bon, moi d'abord, je veux redire que même si le fait que je sois présent, comme d'autres de mes collègues dans les médias, fait qu'on se pose toutes sortes de questions de cet ordre, moi je suis concentré sur la tâche qui est la mienne. Voyez-vous, vous avez devant vous un jeune homme de 28 ans qui est élu parlementaire depuis à peu près 15 mois. Donc mon ambition personnelle s'arrête au fait d'être tous les jours à la tâche pour que nos idées avancent. Alors, la place qui sera la mienne dans des dispositifs à venir, honnêtement, ça reste à déterminer. Sur les municipales à Lille, c'est pas vous faire un aveugle de vous dire que oui, il y aura une liste France Insoumise aux municipales. Ça vous intéresse? Mais ça m'intéresse pas pour moi. Ça m'intéresse de voir comment moi je peux y contribuer. Et la question de la tête de liste se posera, mais d'abord il y a une échéance européenne. Vous voyez, laissons les ambitions personnelles dépourvues d'ambitions politiques à ceux qui sont habitués. Ça tombe bien, il y en a plein. Quant à la présidentielle de 2022, honnêtement, franchement, je me pose pas du tout cette question. D'autant plus que pour l'instant, il vous aura pas échappé qu'on a un leader qui reste en bonne forme, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. C'est l'unanimité. Et moi, oui, clairement, parti. au sein du mouvement, mais qui, moi, en plus, me semble être la meilleure carte à jouer, tant que cette carte est disponible. Donc, en 2022, s'il en a toujours la forme physique et l'envie, moi, personnellement, je serais plutôt apte à le soutenir. On remercie Adrien Quatennens. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios pour répondre à nos questions. Merci Jérémy Pontieux de vous être fait l'interlocuteur de nos internautes. Et puis à demain pour de nouvelles aventures.